Vous pensez que les punitions les plus cruelles de l'histoire venaient des cachots et des chambres de torture? Détrompez-vous. En 1685, un roi français a infligé à sa propre fille un châtiment si horrible, si humiliant, que même les bourreaux de l'époque ont détourné le regard. Et le pire, cette punition impliquait un homme qui avait déjà tout perdu, un esclave qui avait subi la mutilation la plus intime qu'un homme puisse endurer. Laissez-moi vous raconter cette histoire, parce que ce qui s'est passé dans ce château, il y a plus de 3 siècles, va vous glacer le sang. Nous sommes en plein cœur du XVIIe siècle. La France est à son apogée. Louis XIV règne avec une main de fer. Les châteaux brillent d'or et de luxe, mais derrière ces murs dorés, il y a quelque chose de pourri, quelque chose de sombre. Les nobles possèdent des êtres humains, comme vous et moi possédons des meubles aujourd'hui. Et ce que je vais vous raconter se passe dans l'un de ces châteaux, loin de Versailles, dans une région où les lois du roi semblent encore plus cruelles qu'ailleurs. Le comte de Beaumont n'était pas un homme ordinaire. C'était un aristocrate puissant, riche, respecté. Ses terres s'étendaient à perte de vue. Ses coffres débordaient d'or. Il avait tout ce qu'un homme de son époque pouvait désirer. Sauf une chose, le respect de sa fille unique. Marie-Catherine de Beaumont avait 19 ans. Une jeune femme avec un esprit vif, trop vif pour son père. Elle lisait des livres interdits. Elle posait des questions qui dérangeaient. Elle remettait en question l'ordre des choses. Et surtout, elle avait commis l'impardonnable. Elle était tombée amoureuse. Mais pas de n'importe qui. Non. Elle était tombée amoureuse d'un roturier. Un homme sans titre, sans fortune, sans nom. Un simple marchand de la ville voisine. Pour son père, c'était comme si elle avait craché sur le nom de leur famille. Le comte a fait ce que tout père noble ferait à cette époque. Il a interdit cette relation. Il a enfermé sa fille dans sa chambre. Il a banni le marchand de ses terres. Il pensait que le problème était réglé, que sa fille allait se soumettre, qu'elle allait comprendre sa place dans ce monde. Mais Marie-Catherine n'était pas comme les autres jeunes femmes de son époque. Elle avait du caractère, du courage, ou peut-être de la folie. Une nuit, elle s'est enfuie. Elle a quitté le château en pleine nuit, déguisée en servante. Elle allait rejoindre son amant. Ils allaient partir ensemble, loin de ce monde de règles stupides et de traditions cruelles. Sauf qu'elle n'est jamais arrivée jusqu'à lui. Les gardes du comte l'ont rattrapée avant l'aube. Ils l'ont ramenée au château, menottée comme une criminelle. Et là, devant tous les serviteurs, devant tous les domestiques, le comte a fait quelque chose que personne n'oubliera jamais. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré. Il a simplement regardé sa fille droit dans les yeux et a dit ces mots terrifiants. « Tu veux te marier en dessous de ton rang? Très bien, je vais t'y aider. » Dans les écuries du château, il y avait un esclave, un homme d'environ 30 ans, peut-être un peu plus. Personne ne connaissait son vrai nom. On l'appelait simplement le Noir, ou parfois le Maure. Il venait probablement des colonies, peut-être de Saint-Domingue, peut-être de Martinique. Ça n'avait aucune importance pour ces gens-là. Pour eux, il n'était qu'une propriété. Cet homme travaillait du lever au coucher du soleil. Il s'occupait des chevaux, nettoyait les écuries, transportait des charges trop lourdes pour une seule personne. Il vivait dans une petite cabane derrière les étables. Il mangeait les restes. Il portait des vêtements rapiécés. Il n'avait aucun droit, aucune liberté, aucun espoir. Et quelques mois plus tôt, cet homme avait commis une erreur stupide. Il avait été surpris en train de regarder une des servantes blanques du château. Peut-être qu'il la regardait vraiment. Peut-être qu'il regardait juste dans sa direction par hasard. Ça n'avait aucune importance. Le contremaître l'avait vu. Et dans ce monde-là, un esclave noir n'avait pas le droit de poser ses yeux sur une femme blanche. Le châtiment était immédiat et brutal. Il l'avait attachée dans la cour, devant tout le monde. Et là, sans anesthésie, sans pitié, ils avaient fait l'impensable. Ils l'avaient castrée. Ils lui avaient arraché sa virilité avec un couteau rouillé. Ils l'avaient laissé hurler jusqu'à ce que sa voix se brise. Puis ils l'avaient recousu grossièrement et ils l'avaient laissé se remettre seul dans sa cabane. Cet homme avait survécu. Par miracle ou par malédiction, il avait survécu. Mais il n'était plus le même. Il était devenu un fantôme. Il parlait peine. Il évitait tous les regards. Il accomplissait ses tâches comme un automate. La vie l'avait quitté, même si son cœur battait encore.
C'est cet homme que le comte de Beaumont a choisi pour sa fille. Quand le comte a annoncé son intention, même les serviteurs les plus loyaux ont été choqués. L'intendant du château a essayé de le raisonner. « Monseigneur, pensez à votre réputation, pensez à votre nom. On ne peut pas marier une noble à un esclave. C'est impossible, c'est contraire à toutes les lois. » Mais le comte était déterminé. « Ma fille veut se marier en dessous de son rang, elle l'aura. Elle voulait déshonorer notre famille, je vais lui montrer ce qu'est le vrai déshonneur. Et vous allez tous voir ce qui arrive quand on défie ma volonté. » Il a fait venir un prêtre, un vieux curé de village qui lui devait de l'argent, un homme qui ne pouvait pas refuser. Il lui a ordonné de célébrer le mariage. Le prêtre a d'abord refusé. « Monseigneur, je ne peux pas. L'Église ne permettra jamais une telle union. C'est un péché, c'est une abomination. » Le comte a posé une bourse remplie d'or sur la table. Puis une autre. Puis une troisième. L'Église permet beaucoup de choses quand on sait parler son langage. Le prêtre a pris l'argent. Marie-Catherine a supplié. Elle a pleuré. Elle s'est mise à genoux devant son père. « Je vous en prie, père, punissez-moi autrement. Fouettez-moi, enfermez-moi à vie, envoyez-moi au couvent, mais pas ça, pas ça. » Le comte n'a même pas regardé sa fille. Tu aurais dû y penser avant. Ils ont amené l'esclave depuis les écuries. L'esclave ne comprenait pas ce qui se passait. Il tremblait. Il avait peur. Quand on lui a expliqué qu'il allait épouser la fille du maître, il a secoué la tête. Il a essayé de reculer. « Non, non, s'il vous plaît, ne me faites pas ça. Tuez-moi plutôt. Mais ne me faites pas ça. » Parce qu'il savait. Il savait que cette union ne pouvait que se terminer dans le sang. Le sien. Mais personne n'écoutait. On l'a habillé avec des vêtements propres pour la première fois depuis des années. On l'a traîné jusqu'à la chapelle du château. Et là, dans cette petite église froide, éclairée par quelques bougies, le mariage le plus cruel de l'histoire a eu lieu. Marie-Catherine portait une simple robe grise. Pas de dentelle, pas de bijoux. Rien qui ressemblait à un vrai mariage. L'esclave se tenait à côté d'elle, les yeux fixés sur le sol, le corps secoué de tremblements. Le prêtre a marmonné les mots le plus vite possible, comme s'il voulait en finir avant que Dieu lui-même ne descende pour l'arrêter. « Par les pouvoirs qui me sont conférés, » la voix du prêtre tremblait, « je vous déclare marié et femme. » Il n'y a eu pas de baiser, pas d'applaudissements, juste un silence de mort. Le comte a souri, un sourire terrifiant. « Maintenant, ma chère fille, tu es mariée. Tu as ce que tu voulais, un mariage, une union, et tu vas vivre avec ton époux, comme une bonne épouse doit le faire. » Il a fait préparer une cabane, pas dans le château, pas même dans les dépendances décentes, non, une cabane délabrée, à la limite de la propriété, là où on mettait les outils cassés et les animaux malades. C'est là que Marie-Catherine et leur nouvelle mari allaient vivre. Le premier soir, Marie-Catherine est entrée dans cette cabane. L'esclave était assis dans un coin la tête entre les mains. Il pleurait. Cet homme qui avait survécu aux pires tortures, qui avait enduré l'humiliation ultime, pleurait maintenant comme un enfant. Marie-Catherine s'est assise de l'autre côté de la pièce. Elle ne savait pas quoi dire. Comment parler à cet homme? Comment vivre avec lui? Elle était noble, il était esclave, elle était libre, il était enchaîné. Mais maintenant, ils partageaient le même sort terrible. « Je suis désolée. » Elle a fini par murmurer. « Je suis tellement désolée. » L'esclave a levé les yeux vers elle. Pour la première fois, elle a vraiment vu son visage. Les cicatrices, les marques de coups, les yeux vides de quelqu'un qui a abandonné tout espoir. « Pourquoi tu es désolée? Tu n'as rien fait. C'est ton père qui nous a fait ça. » « Mais c'est à cause de moi, à cause de ma désobéissance. Tu souffres à cause de moi. » L'esclave a secoué la tête. « Je souffrais déjà avant toi. Depuis le jour où j'étais arraché à ma famille. Depuis le jour où on m'a mis des chaînes. Depuis le jour où ils m'ont... » Il n'a pas pu finir sa phrase. Les mots étaient trop douloureux. Si vous trouvez cette histoire aussi choquante que moi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like, parce que ce que je vais vous raconter maintenant va encore plus loin. Et vous devez connaître la vérité sur ce qui se passait vraiment à cette époque. Les jours sont passés, puis les semaines. Marie-Catherine et l'esclave vivaient dans cette cabane comme deux prisonniers partageant la même cellule. Ils ne se parlaient presque pas. Ils dormaient dans des coins opposés. Ils évitaient de se regarder. Le comte venait régulièrement vérifier que sa punition fonctionnait bien. Il entrait dans la cabane sans frapper, un sourire cruel sur les lèvres. « Alors, ma chère fille, comment se passe ta vie de femme mariée?
Est-ce que ton époux prend bien soin de toi ?» Marie-Catherine serrait les dents. Elle ne répondait pas. Elle savait que son père attendait qu'elle le supplie de la libérer, qu'elle rampe devant lui en demandant pardon, mais elle refusait de lui donner cette satisfaction. L'esclave, lui, disparaissait à chaque visite du comte. Il sortait de la cabane et restait dehors jusqu'à ce que le noble parte. Il ne supportait pas la vue de cet homme qui possédait son corps et sa vie comme on possède un animal. Mais quelque chose d'étrange a commencé à se passer. Lentement, vraiment, Marie-Catherine et l'esclave ont commencé à parler. D'abord juste quelques mots, puis des phrases, puis de vraies conversations. Marie-Catherine a appris son histoire. Il s'appelait Malik. Il venait d'un village en Afrique de l'Ouest. Il avait été capturé lors d'un raid quand il avait 15 ans, arraché à sa mère, à ses sœurs, à tout ce qu'il connaissait. Il avait été vendu, mis sur un bateau, transporté comme du bétail jusqu'aux Amériques, puis revendu, et revendu encore, jusqu'à ce qu'il arrive dans ce château maudit. J'avais une femme, il a dit un soir, dans mon village. On allait se marier. Elle s'appelait Amina. Je pense à elle tous les jours. Je me demande si elle est encore en vie, si elle pense encore à moi, ou si elle m'a oublié depuis longtemps. Marie-Catherine écoutait, et pour la première fois de sa vie, elle comprenait vraiment ce que signifiait l'esclavage. Ce n'étaient pas juste des gens qui travaillaient dans des champs, c'étaient des êtres humains, avec des noms, des familles, des rêves, des amours. Des gens à qui on avait volé leur vie entière. Moi aussi j'aimais quelqu'un, elle a avoué. Il s'appelait Pierre. C'était un marchand. Mon père l'a banni parce qu'il n'était pas assez bien pour moi, parce qu'il n'avait pas de titre de noblesse. C'est pour ça que je suis ici maintenant. Malik l'a regardé. Alors on est tous les deux punis pour avoir aimé. Oui, c'est exactement ça. Un silence. Puis Malik a dit quelque chose qui a changé tout. Ton père veut nous détruire. Il veut nous voir souffrir jusqu'à ce qu'on abandonne. Mais si on s'abandonne, il gagne. Si on souffre comme il le veut, il gagne. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut refuser de souffrir. On peut refuser de le laisser gagner. C'était plus facile à dire qu'à faire. Mais lentement, ils ont commencé à construire quelque chose. Pas une relation romantique. Ça n'était pas possible. Malik avait été mutilé. Et de toute façon, ni l'un ni l'autre ne voulait donner raison au comte. Mais une amitié. Une vraie amitié basée sur la compréhension mutuelle de la souffrance. Marie-Catherine a commencé à enseigner à Malik. Elle lui apprenait à lire, à écrire. Des choses interdites pour un esclave. Si quelqu'un les découvrait, Malik serait tué. Mais ils s'en fichaient. C'était leur petite rébellion. Malik apprenait vite, très vite. Il était intelligent, bien plus que tous ces nobles stupides qui pensaient que les esclaves n'avaient pas d'âme. En quelques semaines, il pouvait lire des textes simples. En quelques mois, il écrivait ses propres pensées. Si j'avais su ça avant, si j'avais su qu'il existait des mondes entiers dans ces livres, peut-être que j'aurais supporté tout ça différemment. Marie-Catherine souriait tristement. Tu n'aurais pas dû à supporter quoi que ce soit. Les autres esclaves du domaine ont commencé à remarquer le changement. Malik était différent. Il se tenait un peu plus droit, il parlait avec un peu plus d'assurance. Et bientôt la nuit, d'autres esclaves venaient à la cabane, en secret. Et Malik partageait ce que Marie-Catherine lui avait appris. C'était dangereux, terriblement dangereux. Si le comte l'apprenait, ils seraient tous exécutés. Mais c'était aussi la seule chose qui leur donnait un sens à leur vie, la seule chose qui leur donnait de l'espoir. Le comte, pendant ce temps, devenait de plus en plus frustré. Sa punition ne fonctionnait pas comme prévu. Marie-Catherine ne suppliait pas. Elle ne pleurait pas devant lui. Elle semblait même différente, plus calme, plus forte. Qu'est-ce qui se passe dans cette cabane ?
Il a demandé à son intendant. « Ma fille ne se brise pas. Cet esclave ne meurt pas. Qu'est-ce qu'ils font ?» L'intendant ne savait pas. Personne ne savait, parce que Marie-Catherine et Malik gardaient leur secret bien caché. Mais un jour, tout a basculé. C'était un matin d'hiver. Froid et sombre. Un des gardes du château faisait sa ronde près de la cabane. Il a entendu des voix. Plusieurs voix. Il s'est approché doucement et a regardé par une fissure dans le mur. Ce qu'il a vu l'a pétrifié. Il y avait au moins 10 esclaves dans la cabane, assis en cercle. Et Malik était au centre, tenant un livre. Il lisait à voix haute, et les autres écoutaient, les yeux brillants. Le garde a couru jusqu'au château. Il a raconté tout au comte, et le comte est devenu fou de rage. « Il complote, il se rebelle sous mon propre toit !» Il n'y avait aucun complot, aucune rébellion, juste des gens qui apprenaient à lire. Mais pour le comte, c'était la même chose. Il a rassemblé tous ses gardes. Il a marché jusqu'à la cabane. Il a défoncé la porte d'un coup de pied. Les esclaves ont essayé de s'enfuir, mais les gardes les ont attrapés. Ils les ont traînés dehors. Ils les ont alignés dans la cour. Marie-Catherine était debout devant la cabane, le visage pâle mais déterminé. « Père, arrêtez ça. Ils n'ont rien fait de mal. »« Rien fait de mal. Rien fait de mal. Tu as appris à lire à ces animaux. Tu as mis des idées dans leur tête. Tu as créé une rébellion. »« Ce ne sont pas des animaux. Ce sont des êtres humains. » Il l'a giflée, fort. Elle est tombée par terre, mais elle s'est relevée immédiatement. « Frappez-moi autant que vous voulez, ça ne changera pas la vérité. Vous êtes un monstre, et l'histoire se souviendra de vous comme tel. » Le comte tremblait de rage. Il s'est tourné vers les esclaves alignés. « Vous voulez des idées? Vous voulez apprendre? Très bien, je vais vous donner une leçon que vous n'oublierez jamais. » Il a fait un signe. Les gardes ont saisi Malik, ils l'ont traîné au centre de la cour. Ils l'ont forcé à s'agenouiller. Marie-Catherine a hurlé. « Non, laissez-le, c'est moi !» Mais le comte ne l'écoutait pas. Il a sorti son épée, une belle épée, avec un manche doré. Une épée qu'il utilisait pour les cérémonies, pour les duels d'honneur. Maintenant, il allait l'utiliser pour quelque chose de bien moins noble. « Regardez tous, regardez ce qui arrive à ceux qui oublient leur place. » Il a levé son épée. Mais avant qu'il puisse frapper, quelque chose d'incroyable s'est passé. Tous les esclaves se sont avancés, d'un seul mouvement. Ils se sont placés devant Malik, formant un mur humain entre lui et le comte. « Si vous le tuez, a dit une vieille esclave noire, vous devrez nous tuer tous. Et qui travaillera dans vos champs? Qui nettoiera votre château? Qui fera tourner votre domaine ?» Le comte était stupéfait. Jamais, jamais de toute sa vie ses esclaves ne lui avaient tenu tête, jamais n'elles avaient osé le défier. « Vous osez ?»« Nous osons, a dit un autre esclave, parce que nous avons compris quelque chose. Vous avez besoin de nous plus que nous avons besoin de vous. Sans nous, vous n'êtes rien, juste un vieil homme avec une épée et un château vide. » Les gardes ne savaient pas quoi faire. Ils regardaient le comte, attendant leurs ordres, mais le comte était paralysé. Pour la première fois de sa vie, il se retrouvait face à quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler avec la violence. Marie-Catherine a avancé. Elle a pris la main de Malik et l'a aidé à se relever. Puis elle a regardé son père droit dans les yeux. « Vous avez perdu, père. Vous pensiez me détruire avec votre punition,
mais vous avez créé quelque chose de bien plus fort que vous. Vous avez créé de l'unité, de la solidarité, de l'humanité. Le comte a baissé son épée, pas par bonté, pas par remords, mais parce qu'il savait qu'elle avait raison. S'il tuait Malik maintenant, les autres esclaves se rebelleraient, et il ne pourrait pas les tuer tous. Pas né sans détruire sa propre fortune. Il est reparti vers le château, la queue entre les jambes, laissant tout le monde dans la cour. Cette nuit-là, quelque chose a changé sur le domaine. Les esclaves ne travaillaient plus de la même façon. Ils travaillaient toujours, oui, ils n'avaient pas le choix. Mais il y avait quelque chose de différent dans leur regard, une étincelle, une flamme. Malik et Marie-Catherine sont restés dans leur cabane. Leur mariage forcé était toujours officiel aux yeux de la loi, mais alors n'avait plus d'importance. Ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux. Ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux qu'un mariage. Ils avaient trouvé un but. Les mois ont passé. Le comte vieillissait. Sa santé déclinait. Et avec elle, son emprise sur le domaine. Il passait ses journées enfermé dans sa chambre, amer et seul. Sa punition contre sa fille s'était retournée contre lui. Au lieu de la briser, il s'était brisé lui-même. Un matin de printemps, le comte de Beaumont est mort dans son sommeil. Seul, sans personne à ses côtés. Les serviteurs l'ont trouvé froid dans son lit, les yeux ouverts, fixant le plafond. Marie-Catherine a hérité du domaine. C'était la loi. Même mariée à un esclave, elle restait la seule héritière. Et la première chose qu'elle a faite, elle a affranchi tous les esclaves. Tous. Elle a brûlé leurs papiers de propriété. Elle leur a donné des parcelles de terre. Elle leur a offert un salaire pour continuer à travailler s'ils le voulaient. Et beaucoup sont restés. Pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils avaient trouvé quelque chose de précieux ici. Une communauté. Malik est devenu le régisseur du domaine. Lui, l'ancien esclave castré, mutilé, humilié, dirigeait maintenant ces terres. Il les dirigeait avec justice et compassion, les choses que le comte n'avait jamais comprises. Quant au mariage entre Marie-Catherine et Malik, il n'a jamais été annulé. Ils sont restés légalement mariés jusqu'à la fin de leur vie. Mais leur relation était unique. Ce n'était pas un mariage d'amour romantique. C'était quelque chose de différent. Un lien forgé dans la souffrance et transformé en quelque chose de beau. Une amitié profonde. Un respect mutuel. Une compréhension que peu de gens connaissent. Des années plus tard, quand Marie-Catherine était une vieille femme, quelqu'un lui a demandé si elle regrettait ce qui s'était passé. Si elle regrettait d'avoir été forcée d'épouser Malik. Elle a réfléchi longtemps avant de répondre. Regretter? Non. Mon père voulait me punir. Il voulait me détruire. Mais à la place, il m'a ouvert les yeux. Il m'a montré ce qu'était vraiment l'humanité. Pas dans les salons dorés et les bals aristocratiques, mais dans une cabane délabrée, avec un homme qui avait tout perdu, mais qui avait gardé sa dignité. Mon père voulait me rabaisser, mais il m'a élevé. Malik, assis à côté d'elle, a hoché la tête. Ton père pensait que m'épouser serait ton châtiment. Mais ça a été ma libération, parce que sans ce mariage forcé, je serais mort dans ces écuries, sans espoir, sans but, sans avoir jamais connu que je valais quelque chose. Leur histoire s'est répandue. Pas officiellement. Les nobles ne voulaient pas qu'on parle d'un comte qui avait forcé sa fille à épouser un esclave. Ça faisait mauvais effet. Mais parmi les gens ordinaires, parmi les esclaves et les serviteurs, l'histoire est devenue une légende. L'histoire de deux personnes qui avaient transformé la pire punition en quelque chose de beau. Mais soyons honnêtes, cette histoire n'est pas vraiment une histoire heureuse. Oui, ça s'est relativement bien terminé pour Marie-Catherine et Malik. Mais pensez à ce qui leur est arrivé pour en arriver là. Pensez à la violence, à l'humiliation, à la mutilation. Un homme a été castré juste pour avoir regardé dans la mauvaise direction. Une femme a été forcée d'épouser cet homme, comme punition ultime.
Et vous savez ce qui est encore plus horrible? Cette histoire n'était pas unique. Ce genre de choses arrivait tout le temps, partout où il y avait de l'esclavage. En France, dans les colonies françaises, dans toute l'Europe, dans les Amériques. Les maîtres possédaient leurs esclaves corps et âme. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Les mutiler, les torturer, les tuer. Et il n'y avait aucune conséquence, aucune justice. Parce que la loi considérait les esclaves comme des biens, comme des meubles, comme du bétail. La castration était une punition courante pour les esclaves masculins. Pas seulement pour des crimes imaginaires comme regarder une femme blanche, mais aussi pour avoir tenté de s'échapper, pour avoir répondu à un maître, pour avoir montré trop de prières. N'importe quelle excuse suffisait. Et les mariages forcés, ils étaient monnaie courante. Les maîtres forçaient leurs esclaves à se marier pour produire plus d'esclaves. Plus d'enfants signifiait plus de propriété, plus de valeur. Les esclaves n'avaient aucun droit de choisir leur partenaire, aucun droit de dire non. Mais un mariage entre une noble blanche et un esclave noir, ça a été rare. Tellement rare que quand ça arrivait, ça choquait même les autres nobles, parce que ça exposait l'hypocrisie du système tout entier. Si un esclave pouvait épouser une noble, même de force, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il était humain? Ça voulait dire qu'il avait de la valeur? Les nobles ne voulaient pas penser à ça. Alors ils ont fait disparaître ces histoires. Ils les ont effacées des registres. Ils ont fait comme si elles n'avaient jamais existé. Mais elles ont existé. Et nous devons nous en souvenir. Parce que si nous oublions ces horreurs, nous risquons de les répéter. L'esclavage en France métropolitaine a officiellement pris fin au fil des siècles. Mais dans les colonies françaises, il a continué jusqu'en 1848. Ça veut dire que pendant que Marie-Catherine et Malik vivaient leur vie sur ce domaine, des millions d'autres esclaves continuaient à souffrir, à être achetés et vendus, à être mutilés et tués. Et même après l'abolition, ça n'a pas vraiment changé. Le racisme est resté. La discrimination est restée. Les descendants d'esclaves ont continué à être traités comme des citoyens de seconde classe pendant des générations. Certains diraient que ça continue encore aujourd'hui. L'histoire de Marie-Catherine et Malik nous montre quelque chose d'important. Elle nous montre que même dans les pires circonstances, les êtres humains peuvent trouver de la dignité, de la force, de l'espoir. Mais elle nous montre aussi à quel point les êtres humains peuvent être cruels, à quel point nous pouvons nous déshumaniser les uns les autres quand nous le décidons.